Destin tragique. Patricia Aguilar. 548 jours dans une secte. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destin tragique, le podcast qui explore les parcours captivants et souvent tragiques de personnes connues ou inconnues à travers le monde. Juillet 2018, au cœur de la forêt amazonienne. Une patrouille de la police péruvienne avance prudemment, laissant en alerte. Ils sont à la recherche d'une jeune femme disparue depuis plus d'1 an, une Espagnole du nom de Patricia Aguilar. Soudain, un bruissement, une clairière. Et là, assise sur une souche, une jeune femme au regard perdu, serrant un bébé contre elle. Est-ce bien elle, Patricia Aguilar, réduite à l'état de spectre après des mois de captivité? Comment cette jeune femme a-t-elle pu se retrouver à des milliers de kilomètres de chez elle, prisonnière d'une secte apocalyptique? Quel secret se cache derrière son regard vide? Et comment sa famille a-t-elle réussi à la retrouver, au bout de l'enfer? Accrochez-vous, car l'histoire de Patricia Aguilar commence maintenant. Pour comprendre comment cette jeune Espagnole de 18 ans s'est retrouvée piégée au cœur de la jungle péruvienne sous l'emprise d'un gourou, il faut remonter 548 jours plus tôt. Nous sommes à Elche, une ville paisible de la province d'Alicante en Espagne. C'est ici que Patricia Aguilar a grandi entourée d'une famille aimante. Le soleil brille sur les palmiers qui bordent les rues étroites, tandis que les cloches de la basilique Santa Maria résonnent au loin. Le 5 janvier 2017, la maison des Aguilar est en effervescence. Patricia fête ses 18 ans. Dans la cuisine, sa mère, fière du gâteau qu'elle a préparé, s'apprête à la porter à table. « Patricia, ma chérie, viens voir ton gâteau !»« J'arrive, maman !» Patricia descend les escaliers, l'air heureuse. Son père, sa mère et d'autres membres de la famille l'attendent avec des sourires chaleureux. « Joyeux anniversaire, ma chérie !»« Merci, papa. » Patricia sourit, mais son regard semble lointain. Elle jette un coup d'œil furtif à son téléphone, comme si elle attendait un message important. « Allez, Patricia, fais un vœu !» lui lance sa mère, toute excitée, tandis que la jeune fille s'apprête à souffler ses bougies. Patricia ferme les yeux un instant, puis souffle. La famille applaudit, ignorant tous des projets de la jeune fille. Quelques jours plus tard, un matin glacial de janvier, le père de Patricia entre dans sa chambre pour la réveiller. « Patricia, il est l'heure de se lever. » Pas de réponse. Il s'approche du lit, le trouve vide, fait au carré. Son cœur se met à battre frénétiquement. Au même moment, sa femme intervient, alarmée par le silence. « Patricia n'est pas là ? Peut-être qu'elle est sortie tôt pour retrouver des amis. Elle t'a dit quelque chose ?» Le père secoue la tête, ouvrant les tiroirs de la commode. Son passeport n'est plus là. Et regarde, elle a pris de l'argent. Le couple échange un regard horrifié, réalisant que leur fille a disparu. « Je vais appeler la police », dit le père, le téléphone à la main. Quelques heures plus tard, dans les rues d'Elche, des proches de la famille placardent des avis de recherche. 2 jours après sa disparition, alors que la famille est réunie dans le salon, le téléphone sonne. C'est un message vocal de Patricia. « Je vais bien, on se parlera dans quelques heures. » Sa voix semble étrange. Le soulagement initial laisse place à une inquiétude grandissante. Sa cousine réagit. « C'est pas normal, c'est pas la voix de notre Patricia. » C'est alors que le père reçoit un appel de la police. « Monsieur Aguilar, nous avons une information pour vous. Le téléphone de votre fille a été récemment associé à un numéro péruvien. » Un silence de plomb tombe sur la pièce. Le Pérou, à des milliers de kilomètres de chez eux? Comment? Pourquoi? La mère de Patricia est en pleurs. « Mon Dieu, qu'est-ce qui a pu lui arriver ?» Quant à son père, Alberto, il serre les poings déterminés. « Je vais la retrouver. Peu importe où elle est, je la ramènerai à la maison. Vous m'entendez ?» Ce que ses parents ne savent pas, c'est que depuis des mois, leur fille communique avec Félix Steven Manrique, un homme qui se présente comme étant un guide spirituel, un élu destiné à sauver l'humanité d'une apocalypse imminente. Il se fait appeler Prince Gurdjieff et attire des disciples grâce à des discours envoûtants sur la fin du monde, la purification spirituelle et le renouveau de l'humanité. Au fil des mois, Manrique tisse sa toile autour de Patricia. Il la flatte, la comprend,
lui promet une vie de lumière loin d'un monde corrompu. Elle, en quête d'identité et de repères, se laisse séduire par ses paroles. Tes parents ne peuvent pas comprendre la vérité, lui écrit-il un soir. Ils sont aveuglés par le matérialisme. Toi, tu es spécial. Tu as été choisi. Ces mots résonnent en elle. Peu à peu, elle s'éloigne de ses proches, devient plus secrète, plus distante. Son père, inquiet, remarque ces changements, mais il ignore encore l'ampleur du piège qui se referme sur sa fille. Le 7 janvier 2017, 2 jours après son anniversaire, Patricia disparaît. Elle a tout laissé derrière elle. Sa maison, ses études, ses amis. Elle a pris un avion pour le Pérou où l'attend Manrique. Ce dernier l'accueille comme une élue, lui promettant une existence spirituelle élevée. Mais la réalité est tout autre. Rapidement, elle se retrouve coupée du monde, confinée dans une maison insalubre avec d'autres jeunes femmes, toutes sous l'emprise du gourou. Manrique exerce un contrôle absolu sur elle. Il décide de leur déplacement, de leur alimentation et façonne leurs pensées. Son autorité repose sur une obéissance sans faille. La communauté qu'il dirige est restreinte, mais totalement sous son influence. 5 femmes, dont Patricia, vivent sous son joug accompagnées d'au moins 4 enfants nés dans son cercle fermé. Ces derniers, souvent sous-alimentés et privés de soins médicaux, grandissent dans des conditions précaires, à l'écart du monde et sans accès à l'éducation. « Ici, tu es en sécurité », lui répète-t-il. « Le monde extérieur est dangereux. Seul moi peux te protéger. » Patricia, sous son emprise psychologique, ne voit pas la prison qui se referme sur elle. Elle croit encore aux promesses de cet homme. Elle est contrainte de mendier pour apporter de l'argent à Manrique, marchant des heures dans les rues sous une chaleur écrasante. Il lui impose également des tâches domestiques épuisantes, la forçant à cuisiner et nettoyer pour toute la communauté, sous peine de sévères punitions. Plus tard, il la persuade de purifier son âme en renonçant à toute possession et en acceptant une totale soumission. Elle est forcée de participer à des rituels où elle doit réciter des prières pendant des heures, sans pause. Elle devient également un instrument de son propre système en l'obligeant à recruter de nouvelles adeptes, exploitant sa jeunesse et sa vulnérabilité. Il lui apprend à repérer des jeunes femmes vulnérables sur les réseaux sociaux et à engager la conversation sous prétexte d'échanges spirituels. Il lui dicte des textes à copier, des phrases séduisantes sur l'illumination et la fin du monde imminente. « Regarde cette jeune fille, c'est quoi son nom déjà ? Maria. Elle a l'air perdue en quête de quelque chose. Vas-y, envoie-lui un message. » Maria, je comprends ton sentiment de solitude et de déconnexion. Moi aussi, je me suis sentie comme ça pendant longtemps, mais j'ai découvert qu'il existe une autre réalité, une vérité cachée que la plupart des gens ignorent. Maria demande à en savoir davantage. Manrique est ravi. Bien joué, Patricia. Maintenant, pique sa curiosité. Dis-lui que tu as été guidée vers elle, que tu sens qu'elle est prête à entendre la vérité. Patricia, endoctrinée, croit sincèrement à sa mission. Elle devient un rouage actif du recrutement de Manrique, piégeant à son tour d'autres jeunes femmes dans cette spirale infernale. Elle devient à la fois victime et bourreau, prise au piège d'une manipulation mentale dont elle ne parvient à s'échapper. Pendant ce temps, en Espagne, Rosa et Alberto Aguilar sont désemparés. Ils fouillent la chambre de Patricia, cherchant désespérément un indice, une explication à cette disparition soudaine. Et là, au fond d'un tiroir, ils tombent sur des carnets remplis d'écritures étranges. Des prières ésotériques, des hymnes transcrits, des symboles mystérieux. Un texte en particulier attire leur attention. « Oubliez vos villes et la maison de vos parents ?» Alberto est choqué. Il relève la tête, le visage marqué par l'effroi. « Rosa, tu lis ça ?» Rosa s'approche. « Oubliez vos villes et la maison de vos parents ?» Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que notre fille est en danger. J'ai l'impression qu'elle a été embrigadée dans quelque chose de terrible. Les Aguilar font appel à un expert, José Manuel Moreno, un criminologue spécialisé dans les sectes. Après avoir examiné les documents, son diagnostic est glaçant. Malheureusement, tous les éléments convergent. Patricia a très probablement été recrutée par la secte Gnosis. Gnosis ? Mais comment est-ce possible ? Ces groupes ciblent souvent des jeunes vulnérables, actifs sur les réseaux sociaux. Ils créent de faux profils, se font passer pour des amis et les approchent en parlant de sujets qui les intéressent. Soudain, les parents de Patricia ont une révélation. Ils se remémorent les derniers mois, les changements subtils dans le comportement de leur fille. Maintenant que j'y pense, elle passait des heures sur son téléphone, à discuter avec des inconnus. Tu te souviens, chérie ? Ouais, t'as raison. Et puis il y a eu cette période où elle s'est intéressée aux sciences ésotériques. C'est vrai,
Et après la mort de son oncle. Elle était si triste, si perdue. C'est probablement par ce biais que le recruteur l'a contactée. Les sectes sont très habiles pour exploiter les failles émotionnelles. Les mots de l'expert résonnent dans la pièce. Les Aguilar comprennent que leur fille est tombée dans un piège et qu'il faut agir vite pour la sauver. Armée de ces nouvelles informations, la famille Aguilar décide de passer à l'action. Alberto prend un congé sans solde à son travail et s'envole pour le Pérou, bien décidé à retrouver sa fille. Lima, capitale du Pérou. Alberto arpente les rues, le visage de Patricia imprimé sur des centaines de flyers qu'il distribue aux passants. « Avez-vous vu cette jeune fille ?» En espagnol, puis en anglais, montrant la photo de Patricia à chaque personne qu'il croise. Les jours passent, sans résultat. Alberto ne se décourage pas. Il contacte les autorités locales, les ambassades, les associations d'aide aux victimes de sectes. Chaque piste, aussi mince soit-elle, est suivie avec acharnement. Un soir, épuisé après une journée de recherche infructueuse, Alberto s'effondre sur le lit de sa chambre d'hôtel bon marché. Son téléphone sonne. C'est sa femme, restée en Espagne. « Alberto, on a reçu un message de Patricia. Elle va bien ? Le message est étrange. Elle dit qu'elle est au Pérou de son plein gré, qu'elle va bien et qu'on ne doit pas s'inquiéter. Mais ça lui ressemble pas, Alberto. On dirait que quelqu'un d'autre écrit à sa place. » Le message confirme les pires craintes de ses parents. Patricia est bien sous l'emprise de la secte. Pendant ce temps, en Espagne, la disparition de Patricia fait la une des journaux. L'affaire suscite un vif émoi dans le pays. Des bénévoles se mobilisent pour aider la famille Aguilar, relayant les appels à témoins sur les réseaux sociaux. Alors que les recherches semblent piétiner, un coup de théâtre se produit. La police péruvienne reçoit un tuyau. Patricia aurait été aperçue dans la région de San Martín de Pangoa, au cœur de la forêt amazonienne. Une opération de grande envergure est mise en place. Des policiers spécialisés dans la lutte contre la traite des êtres humains sont déployés dans la zone. Nous avons trouvé 3 femmes, dont Patricia Aguilar, ainsi que 5 enfants. Patricia tenait dans ses bras un nouveau-né. Au milieu de ce chaos, un homme tente de s'enfuir. Il est rapidement maîtrisé par les policiers. Il s'agit de Félix Steven Manrique, 35 ans, le gourou de la secte. « Señorita Aguilar ? Patricia Aguilar ?» Patricia ne réagit pas. Le policier insiste, d'une voix douce. « Patricia, c'est la police. Vous êtes en sécurité maintenant. Nous sommes venus vous chercher. » Patricia lève lentement la tête. Ses yeux sont rougis, cernés. Elle fixe le policier sans comprendre. Puis elle regarde son bébé, comme pour chercher une réponse. Un des policiers s'éloigne. Il doit passer un appel. Un appel à un homme qu'il a déjà rencontré et qui l'avait bouleversé. Cet homme, c'est Alberto Aguilar, un papa qui arpente les rues de Lima depuis plus d'1 mois pour retrouver sa fille. « Alberto, c'est le colonel Capa. On l'a retrouvée. Patricia est vivante. Elle est ici avec nous dans la jungle. »« C'est vrai ? Vous êtes sûr que c'est elle ? Ma fille ? » ?»« Oui, Alberto, c'est bien Patricia. Elle est désorientée, mais elle est en sécurité. Vous allez enfin pouvoir la retrouver. » Alberto laisse s'échapper un sanglot. Les larmes coulent sur son visage. Il ne peut plus parler. Il raccroche le téléphone, les larmes coulant toujours sur son visage. En Espagne, Rosa attend avec anxiété. Alberto va devoir lui annoncer la nouvelle la plus incroyable de sa vie. L'enfer est enfin terminé. Patricia est vivante. Après des mois d'angoisse et de recherche acharnée, le jour du retour se précise. Les caméras sont braquées sur l'aéroport de Madrid. L'Espagne retient son souffle. Quand la porte de l'avion s'ouvre, c'est une Patricia méconnaissable. Elle est enveloppée dans un manteau trop grand, le visage dissimulé sous une capuche. Mais ce qui frappe, c'est le bébé qu'elle serre tendrement contre elle. Son enfant, né dans l'horreur de la jungle, est le symbole de sa résilience, mais aussi le rappel constant de son calvaire. Ses parents, Alberto et Rosa, la serrent contre eux, la protégeant du tumulte médiatique. Pas un mot, pas un regard. La priorité est de la ramener à la maison, dans le cocon familial, loin des projecteurs. Ce que l'on ne voit pas, c'est le regard perdu de Patricia, encore prisonnière des ténèbres de la jungle. Son corps est là, en Espagne, mais son esprit est ailleurs. Son bébé, lui, semble aussi perdu, comme s'il sentait l'atmosphère pesante et l'anxiété de sa mère. Commence alors un long et douloureux chemin vers la guérison. Un combat quotidien pour se défaire de l'emprise de Manrique, pour retrouver sa propre identité et pour offrir à son enfant un avenir meilleur. Quelques mois plus tard, au Pérou, la justice se met en marche. Le procès de Félix Steven Manrique s'ouvre.
Il est là, dans le box des accusés, le visage impassible. Il doit répondre de ses actes, traite d'êtres humains, séquestration, abus sexuels. Des crimes monstrueux qui ont brisé des vies. Patricia, elle, est en Espagne. Trop fragile pour affronter son bourreau en personne, elle témoigne par vidéoconférence. Pour la première fois depuis sa libération, elle va devoir plonger dans ses souvenirs, revisiter les heures les plus sombres de son existence. Je me souviens du jour où je l'ai rencontré sur Internet. Il semblait si différent des autres, si éclairé. Il comprenait mes doutes, mes peurs. Il m'a fait croire que j'étais spéciale, qu'il allait me sauver du chaos de ce monde. Sa voix tremble, mais son regard est fixe. Elle raconte la manipulation, l'emprise progressive, l'isolement, la peur. Il a détruit ma famille, mes amis, ma vie. Il m'a volé mon identité, ma liberté. J'ai vécu un enfer pendant 548 jours. J'avais peur de tout, de lui, du monde extérieur, mais aujourd'hui je suis là, je suis en vie et je témoigne pour que plus jamais personne ne vive ce que j'ai vécu. Silence dans la salle d'audience. Les jurés écoutent, bouleversés. Manrique, lui, reste impassible. Le témoignage de Patricia est poignant, glaçant. Il révèle l'ampleur des dégâts causés par Manrique et sa secte. Il donne de la voix à toutes les victimes silencieuses. Félix Steven Manrique, vous êtes reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Vous êtes condamné à 20 ans de prison. 20 ans. Une peine lourde, mais qui ne suffira jamais à effacer les souffrances endurées par Patricia et les autres victimes de Manrique. Patricia, soulagée, sourit à la caméra. Les larmes coulent sur son visage. Mais ce sont des larmes de libération. Pour Patricia et sa famille, c'est la fin d'un long cauchemar. Manrique est derrière les barreaux et la justice a été rendue. Mais le chemin vers la guérison continue. Il faut reconstruire, réparer, avancer. 7 ans après son calvaire, Patricia Aguilar est une femme transformée. Après avoir enduré 548 jours de captivité, elle a non seulement repris le cours de sa vie, mais elle a aussi embrassé un rôle qui lui donne une force et un sens inégalables, celui de mère. Son enfant, né dans des conditions précaires au cœur de la jungle, est aujourd'hui sa priorité absolue. Il est la lumière qui illumine son chemin, la raison pour laquelle elle se bat chaque jour pour laisser derrière elle les ténèbres de son passé. Patricia a terminé ses études et a choisi de se consacrer à aider d'autres victimes de manipulation mentale. Son expérience personnelle lui permet d'apporter un soutien précieux et une écoute attentive à ceux qui ont vécu des situations similaires. Son histoire a inspiré le documentaire 548 jours, un témoignage poignant qui sensibilise le public aux dangers insidieux des sectes et à l'importance de la vigilance. La famille Aguilar, unie dans l'épreuve, a créé une fondation pour offrir un soutien concret aux familles confrontées à l'embrigadement sectaire. Ensemble, ils transforment leur douleur en action, offrant un phare d'espoir à ceux qui se sentent perdus et isolés. Patricia Aguilar est une survivante, une militante et avant tout une mère dévouée. Son histoire est un symbole de résilience et un message d'espoir. Il est possible de se reconstruire, de trouver la lumière après les ténèbres et de donner à son enfant un avenir meilleur, même après avoir traversé les pires épreuves. Son histoire incarne très bien ce célèbre proverbe anglais « La nuit est toujours plus noire juste avant l'aube ».